Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, saison 3, épisode 7. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Mais où sommes-nous? Nous ne sommes pas au studio, nous ne sommes pas en France. Nous sommes toujours au Japon, à Tokyo, dans les studios de Bailly, qu'on remercie. Bailly, c'est un service de proxy où on peut acheter plein de choses venues du Japon, en direct de la France, du coup pour vous dans le monde entier. Mais du coup pour la France nous concernant et pour ceux qui nous écoutent d'autres pays frontaliers ou pas d'ailleurs, même plus loin. Ça se passe sur Bailly, le lien est dans le chat. On les remercie parce qu'ils vous offrent 10% de remise sur le premier paiement. Donc il faut s'inscrire par le lien dans le chat et au premier paiement vous aurez 10% de remise. Voilà, et on les remercie pour le cadre, le très beau cadre même. Ça permet notamment de pouvoir enchérir sur Yahoo Auction Japan. C'est vrai. Chose qu'on ne peut pas faire parce que c'est bloqué en France. Exactement. Effectivement. Donc Dieu sait qu'il y a des choses à acheter sur Yahoo Auction Japan. Il y en a des choses à acheter au Japon. Et ça peut passer du coup par Bailly. Avant de commencer, n'oubliez pas, voilà, faut activer la petite cloche, vous abonner pour ne pas louper les prochaines émissions. L'émission sera disponible en rediffusion sur YouTube, Spotify, Deezer et compagnie, comme à votre habitude. Je ne suis pas seul, évidemment, pour cette émission. Je suis entouré de Jean-François et Thomas, les cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir, messieurs. Salut, ça va? Bonsoir. Bonjour à toutes et à Bonjour tous. tout le monde. Vous allez bien? Bah oui. Commence à se faire tard quand même. Ouais, là, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Là. C'est à quelle heure on tourne? Au Japon, il est 21h40. En France, il est 13h40. Ah, bon appétit. Bon appétit. Mais quand ça sera diffusé, il sera... Ah oui, bah, bon appétit en direct. Je fais bien de le dire. Parce que la l'émission projection du futur. Évidemment. L'émission est en différé. Du coup, c'est-à-dire qu'on enregistre et on vous le diffuse en live du coup sur Twitch. Là, vous nous écoutez peut-être maintenant. Il y en a qui mangent derrière, hein, c'est pas beau quoi. Excellent les cookies présents. Et voilà, on espère que vous passez une très belle soirée en notre compagnie. Et à ma gauche, un invité, et pas des moindres, parce qu'il est très important pour le bien de Japan Expo. Et tu vas nous en parler d'ici quelques minutes. C'est Pierre. Ouais. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est mieux dans le micro. C'est mieux dans le micro. C'est un homme pas de radio. Non, c'est clair. Comment vas-tu? Bien, je suis très content d'être avec vous ce soir. Le plaisir est partagé. Souris Pierre, c'est bien. Tu verras, tout va bien se passer. Ça va bien se passer Pierre. Qui es-tu pour ceux qui ne te connaîtraient pas forcément? Alors, qui suis-je? J'ai commencé à travailler dans le milieu d'animation. De l'animation, oui. Parce que, en fait, je suis arrivé dans le milieu vraiment par hasard. Il faut savoir que dans les années 80, en fait, un des camarades de travail de ma mère était l'ami de Bruno Bianchi, le créateur de l'inspecteur Gadget. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai eu mes premiers contacts avec le Japon. Donc, j'ai connu Bruno. Puis ensuite, j'ai trouvé du travail au sein de la société qui était une dépendance de la société Tokuma Shoten, Tokuma Publishing, qui possédait les droits des Ghibli. Et mon premier vrai gros travail, ça a été d'assumer la promotion de Porco Rosso au festival d'Angoulême en 1993. Et je crois que là, l'idée, c'était juste en quelques mots, parce qu'on va faire tout ton parcours après. Donc, en détail. Qui es-tu, mon cher Pierre? En quelques mots. Alors, je m'appelle Pierre, je suis né il y a longtemps à Aix-en-Provence. Et il a amené plein d'invités à Japan Expo, notamment. C'est pas que. Parce qu'il a commencé par des invités à cartoonistes. Eh oui, en 1995 déjà. Voilà, oui, mon premier gros invité était à cartooniste et c'était Shingo Araki. Le grand Shingo Araki qui nous manque d'ailleurs. Donc qui es-tu Pierre? Tu es quelqu'un qui aime le manga, l'animation et qui fait venir des gens
qui crée des mangas et de l'animation Jusqu'en France. jusqu'en France. Voilà. Donc, comme on me l'a gentiment dit, je suis quelqu'un qui aime le manga, l'animation et qui fait venir des invités à Japan Expo. La entre prochaine autres. fois, on l'écrira. Non mais c'était la version courte, c'est tout. Non. En C'est- fait, on va parler d'Aix-en-Provence, On va revenir de sur tout ça après. tout ton parcours. De toute façon, Mais ça sera- là, tu lui as même pas laissé le sera temps de faire un jingle. alors. ça sera remonté de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Non, Oui. non, ils ont décidé Alors, de. celle-là, on la Ils sont un garde. peu, Ça sera ils sont un peu avant. flemmards. Ça des sera fois, coupé cette- au Si montage. tu dis des trucs Merde. pas bons, t'inquiète, on les enlèvera. Ah, d'accord. hein, on les enlèvera. Ouais, oui. ouais. On n'embrasse pas le montage. Ouais. En effet. Messieurs, ça fait maintenant quelques jours que vous êtes au Japon. On l'a vu, voilà, la semaine, il y a quelques jours, maintenant quelques semaines, sur la chaîne. On a que la première. Quelques semaines, on est resté longtemps. Hein. Effectivement, ce ne sera pas rediffusé, voilà. Le temps passe vite. Et effectivement, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de rendez-vous que vous pouvez pas parler forcément tout de suite. Non, rien de signé, rien de euh, fait. La dernière fois, on parlait de notre aventure à Osaka. Là, on est vraiment dans les rendez-vous à Tokyo. Donc ça, c'est un peu plus standard. Mais c'est vrai que c'est là où la majorité du business se fait, des invitations se font, parce que les entreprises, les artistes sont majoritairement sur Tokyo. Donc on rentre vraiment dans le vif du sujet, des discussions, négociations. Ouais, on a des vrais moments difficiles avec des dîners, avec des gens qu'on n'a pas envie de voir. C'est terrible. Ouais, se où on a force, plein de choses très intéressantes aussi à Voilà. faire. Mais ouais, moi j'ai eu la chance de faire des présentations de Japan Expo devant des grandes assemblées de personnes où on m'a dit non mais venez faire une petite présentation, et en fait il y avait 50 personnes dans l'assemblée, mais c'était sympa. On a appris qu'on allait faire une présentation devant le milieu de la musique, là où on pensait qu'on allait à un dîner, donc il y a eu comme un switch, mais ça fait partie des aléas du métier. Et ce qui est génial, c'est que quand on fait ce genre de présentation, en général ça a des conséquences très positives. On a toujours des nouvelles personnes qu'on rencontre, des nouvelles opportunités qui Oui, on naissent. s'est quand même fait du coup inviter à l'exposition Bleach, Mm. qui a lieu en ce moment. Enfin, oui, quand ça sera diffusé, ça aura fini, mais Voilà. l'exposition Bleach qui a lieu à Tokyo, et au Jump Festa, on a pu y aller aussi. Donc Jump Festa. on voit pas mal de choses intéressantes qui nous montrent ce que seront les prochains hits, on va dire, ou les prochaines nouveautés. On des a grands aussi classiques des et grosses séries. déceptions. Oui. Du genre, on nous a dit ah vous devriez venir là, et puis quand on regardait là, fait mais on est rentré Ouais, ça c'est. à un jour près. Là, on a été invité à un gros événement par Niji Sanji, donc qui avait fait venir les VTubers à Japan Expo cet été. Et malheureusement, ça sera après notre départ. Donc le 23-24, là, ils sont au Tokyo Beach Side pour un événement qui a l'air Et ça a complètement l'air dingue. ouf. Mais on pourra pas y aller. Et on a même été invité 2 fois. On a même été invité 2 fois. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, plein de rendez-vous qui se passent. Certains rendez-vous qui d'ailleurs sont faits avec Pierre. Bah oui, Pierre, il est coordinateur pour Japan Expo, freelance. Il est tout le temps, il vit au Japon depuis quelques années, on en parlera. Et il nous aide énormément parce que nous, le japonais, voilà, on Baragouine, quoi. on atteint vite nos limites, quoi. Et grâce à Pierre, ça nous permet d'avancer avec nos partenaires. Il est capable aussi bien de faire parfois l'interprète, mais aussi, comme il vit ici, il sait aussi très très bien engager la conversation avec eux et tout. Donc ça permet d'avoir comment on dit, des icebreakers. Je sais pas comment on dit ça. Le De sésame, briser la glace De avec briser le la contact. glace avec les contacts. le Genre, sésame ouvre-toi. Exactement. C'est ça. Eh bien, ça tombe bien, Pierre, parce qu'on va parler de toi Hein. dans cette émission et de ton métier, tout ce que tu apportes à Japan Expo. C'est l'invité de la semaine. C'est parti, jingle. Pierre, tu nous fais l'honneur de piquer une tête En route pour Japan Expo. Tu es un homme très occupé, surtout en ce moment, avec les deux messieurs qui te font beaucoup travailler, il me semble, beaucoup de rendez-vous à droite à gauche à travers Tokyo. Tu vas malheureusement pas pouvoir trop nous en parler, en tout cas pour les rendez-vous qui ont lieu actuellement, évidemment, Top secret. parce que c'est top secret et on aura évidemment les annonces qui seront faites dans les prochaines émissions. Cela dit, il y aura quand même des annonces. À la fin de l'émission, Là, là, tout de suite. il y a du juicy, comme on dit. Toujours, vous le savez bien. Mais Pierre, avant Oui. d'en arriver là, Oui. tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter cette fois-ci plus dans ton parcours de vie, ton parcours professionnel, si tu le veux bien?
Oui, en fait, je ne me destinais pas à travailler dans le milieu de l'animation, hein, loin de là. C'est grâce en fait à un camarade de bureau de ma mère qui était l'ami de Bruno Bianchi, le créateur de l'inspecteur Gadget, que j'ai eu que j'ai fait mon premier pas dans le milieu de l'animation japonaise. Et puis quelques années plus tard, j'ai fait mon premier voyage en 91. J'ai fait mon premier voyage au Japon où j'ai pu rencontrer mes deux idoles de l'époque, qui étaient donc Shingo Araki et Kazuo Komatsubara, et puis aussi Masami Suda, que je me souviens. En revenant en France en 93, j'ai commencé à travailler pour la société Ucor qui avait les droits des Miyazaki, des studios Ghibli, surtout, enfin Miyazaki et du studio Ghibli en particulier. C'est à partir de ce moment-là que cette société a sorti le film de Porco Rosso. Donc moi j'étais en charge je participais à la promotion du film, en même temps qu'à ce moment-là, la société Ucor faisait son premier partenariat avec une société qui s'appelle toujours Animé Virtual, pour créer le label Kazé, qui était le premier label indépendant. Et puis petit à petit, j'ai continué dans ce milieu-là en travaillant en faisant venir mon premier invité à cartooniste, Monsieur Shingo Araki. Je pense que tu as la mémoire courte. Ton premier invité est venu à Planète Manga. Planète Manga, en quelle année? 96? Oui, Araki, c'était en 95. 15? Ah, Ouais. c'est pas mal. En 96, c'était Kazuo Je voudrais Komatsubara. juste préciser là, dans tout ce qu'il vous dit, ça a l'air hyper normal, mais quand on parle de milieu, genre le monde de l'animé, du manga, aujourd'hui c'est une évidence pour tout le monde, mais à l'époque dont il parle, ça n'existait pas. Ça veut dire quand il dit je me destinais pas à ça, ça n'existait pas. Donc c'est vraiment, il a fait partie des gens qui ont participé à la fondation du De milieu l'industrie de l'animé en France. Ah, voilà, et voilà, donc il vous fait ses souvenirs, là ça a l'air très simple, mais en vrai, c'était très très compliqué, quoi. Aujourd'hui, ça Très tout compliqué, paraît très évident, nouveau. mais à l'époque, c'était tout nouveau, tout neuf, on connaissait pas, il dit je suis allé au Japon en 91, c'était juste l'aventure absolue, quoi. Non, c'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte, t'es clairement quelqu'un de l'ombre, un homme de l'ombre. Un pionnier. Un pionnier, quelqu'un de très important pour l'industrie en France. Et je suis content aussi qu'on t'ait aujourd'hui dans Route pour Japan Expo pour voir un petit peu l'envers du décor et aussi ce que tu apportes à Japan Expo, parce qu'il apporte beaucoup de choses et on va en parler dans quelques minutes. Du coup, tu disais, voilà, premier invité en 95, Oui. du coup. En fait, il faut dire aussi, pour juste une aparté, en fait, si j'ai réussi à aussi avoir des contacts et à faire en sorte que l'animation japonaise commence à se développer alors qu'il n'y avait rien, comme vient de le dire Thomas, c'est grâce à un magazine qui était fanzine à l'époque, mais qui est devenu magazine ensuite, ce qui était le magazine Animeland. Et Animeland avait une bande de copains qui chacun était spécialisé dans un domaine précis. Et comme moi, j'avais un peu appris le japonais à l'université d'Aix-en-Provence, j'étais celui qui pouvait aller au Japon. Et tous les ans, j'allais au Japon pour avoir des nouveaux contacts. Et puis grâce aussi à la société dans laquelle je travaillais, Ucor, j'ai réussi à augmenter ses contacts au sein du studio Ghibli. Puis comme vous savez, au Japon, c'est un peu les dominos. On a un contact qui nous en présente un autre, qui nous en présente un autre. Et c'est comme ça qu'à partir de 2002, c'est ça, à partir de 2002, j'ai commencé à rencontrer Jeff et Thomas. Moi, je les connaissais déjà d'avant, mais j'ai fait ma première participation à Japan Expo 2002, me C'est semble-t-il. Mais en vrai, on lui courait après, nous. Bah, en 2001, on avait commencé à discuter pour faire revenir Shingo Araki en France. Ça s'est pas fait. Du coup, on n'a pas pu faire venir Pierre à Japan Expo en 2001, mais en 2002, on arrive au CNIT et là, on a la possibilité effectivement de collaborer. Et qui c'était en 2002 alors? Alors en 2002, on avait un acteur de live qui était la Force Rouge de Bioman, si je ne me trompe pas, et l'animateur de Captain Tsubasa, Olivier Tom, Monsieur Okaseko. C'était les deux premiers invités. Puis à partir de ce moment-là, Jeff et Thomas ont continué de me faire confiance et puis Ça s'est jamais arrêté. ça s'est jamais arrêté. Plus de 20 ans maintenant que vous travaillez ensemble, main dans la main, pour C'est ramener ça. des invités. Mais à bah, Japan. Avant, Là, toi, on ça me fait voulait mal au travailler cœur. avec lui, celui qui nous Ouais, snobait. il nous hein, snobait c'est, complètement. soyons Du coup, clairs. C'est vrai ça, Pierre. Moi, Bah, moi, à il faut Planète dire qu'à Manga, l'époque, il m'a présenté Hiroyuki Kitazume, mais il s'en souvient pas parce que Mais en fait, je ça, n'étais qu'un
Ça, c'est Moi, je me souviens qu'on l'avait croisé à Brest et il nous a ignoré, mais puissance 3000, quoi. Ah bon, toujours. Hein. Heureusement, enfin, je sais pas, je pense que j'ai un peu mûri depuis. Mais bon, j'étais un jeune con à l'époque. Ouais. Mais nous aussi. Hein. Mais du coup, tu vis au Japon maintenant depuis bon nombre d'années. T'as emménagé quand ici Je suis arrivé en novembre 97. Eh ben, C'était avant la Coupe du Monde. je suis né en 97, sachez-le. En fait, c'est grâce à un contact commun qui m'a permis de pouvoir entrer au sein de la société Dynamic Planning qui est toujours détenue d'ailleurs par le dessinateur de Goldorak, Go Nagai. Donc ça Voilà, fait que vous 26 pouvez ans voir que- sur sa veste. Effectivement. Et il ne me quitte jamais. Donc ça fait 26 ans maintenant que tu es au Japon. Oui. Tu as fondé une famille ici. Non, je vis seul, toujours. Enfin, j'étais pas seul au début, je le suis maintenant. Les Tu aléas es de la arrivé vie, avec quoi. une femme Voilà. et on avait d'ailleurs vu Watari sur le toit de chez toi à ce moment-là, je me souviens. C'est vrai. Pour une séance photo, où Pour est-ce une qu'on va faire les photos? Bah, sur le toit. Voilà. Et du coup, tu as construit toute ta vie professionnelle aussi dans ce pays. Aujourd'hui, tu parles très très bien le japonais, j'imagine bien, parce que tu fais aussi du coup... De la traduction, traduction, de l'interprétariat, La de l'accompagnement. L'accompagnement. Enfin, ton métier accompagnement. concrètement, comment on peut... Est-ce qu'il y a un mot qu'on peut mettre sur ton métier aujourd'hui ou pas forcément? Disons que je suis plus accompagnateur. Enfin, c'est le travail qui me plaît le plus, c'est d'accompagner, d'être au contact des auteurs et de les présenter devant leur public. Ça, c'est vraiment la chose qui vraiment me fait le plus plaisir. Ouais. Et ça, c'est un métier qui existait à l'époque où tu as commencé à le faire, ou tu l'as créé de toutes pièces finalement, en tout cas pour la France? Est-ce que tu connaissais d'autres gens qui faisaient ça au Japon ou pas du tout, et c'est toi qui t'es créé ton propre métier, entre guillemets Non, enfin, au Japon, je pense qu'il y avait d'abord très très peu d'invités japonais qui venaient en France. Alors, si je peux parler de quelqu'un dont je connais le nom, enfin que j'ai rencontré plusieurs fois et qui était déjà là, mais qui est là, lui, depuis 40 ans, c'est Étienne Barral. Étienne Barral est un des grands... je pense qu'on peut le dire, c'est un pionnier vraiment au Japon, beaucoup plus que moi. Puisque lui, ça fait bien 10 ans de plus qu'il y est, quoi. Voilà, Étienne, il a travaillé pour la NHK, il travaillait pour les études de statistiques, c'était Ipsos en France, et il donnait les tendances japonaises pour ces sociétés de statistiques. Et c'est vrai que Étienne, il n'est pas tout à fait dans le même mood, Non. c'est pas la pop culture, lui c'était vraiment le Japon de manière générale, mais ça a été un des premiers Français à essayer de faire des ponts entre les deux. Mais toi, tu étais un des premiers à vivre ta vie de rêve de fan d'animé et de manga, en fait, d'aller au Japon pour rencontrer des gens, travailler dans l'animation, travailler dans... Enfin, quand tu travailles, quand tu aimes ça et que tu arrives et que tu travailles chez Dynamics, c'est ouf, quoi. Ah, c'est sûr que c'était un rêve, hein. C'est un accomplissement. Déjà parce qu'il y avait vraiment personne, ça débutait à peine. En 97, autant en France, il y avait encore, ça signifiait la fin du club Dorothée, mais surtout ça signifiait le début de plein de salons indépendants, plein d'éditeurs indépendants de vidéos. C'est-à-dire, on commençait vraiment à penser que l'animation japonaise n'était plus une mode en elle-même, mais franchement un début de culture. Qu'elle soit sous-culture ou Je pense que pop-culture. plus qu'accompagnateur, on pourrait dire que Pierre est facilitateur de contact en fait, parce que l'accompagnement c'est plus sur place, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de travail en amont que sur place, parce que il dit j'ai fait venir des gens, mais il faut aller les rencontrer, leur expliquer en quoi ça va consister, il faut les rassurer sur le voyage, parce que des fois ils ont Obtenir leur jamais confiance. pris l'avion, les rassurer sur comment ça va se passer sur place, sur le fait qu'effectivement le public français, la barrière de la langue, la nourriture, tous ces trucs-là, il faut leur vraiment les accompagner, les prendre par la main et les rassurer en fait. Et donc pendant un temps, on pouvait presque considérer qu'il faisait du babysitting, parce qu'il fallait vraiment, il va les chercher, certains artistes, il va les récupérer chez eux, pour les emmener jusqu'à l'aéroport, prendre l'avion avec eux pour les amener en France. Il faut dire qu'à l'époque, la plupart des animateurs qui étaient invités par les différents salons n'avaient jamais quitté pour la plupart leur pays.
Je veux dire, c'était pas commun d'aller à l'étranger. Les États-Unis n'avaient pas encore un marché important. La France, c'était balbutiant. Donc, non, franchement, c'était vraiment. Enfin, je dis pas que j'ai créé de zéro, mais on a tous. Enfin, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres personnes aussi qui étaient dans la même position. On a développé une sorte de. Enfin, on a ouvert une voie. Voilà. En anglais, on dit fixeur. Voilà. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai, ça marche bien aussi avec ce mot-là. Avant de travailler avec Japan Expo, peut-être avec la convention cartooniste, Oui. est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu de comment ça s'est fait et comment ça se passait à l'époque? En fait, donc, en 94, j'étais passé, parce que moi je suis d'Aix-en-Provence, donc dans le sud de la France, et le salon cartooniste était à Toulon. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'organisateur de ce salon, donc Olivier. Et comme il lui aussi avait des contacts avec Toei, on a décidé, que moi j'avais les contacts avec Shingo Araki, on a décidé donc d'inviter notre premier gros invité. Et donc j'étais chargé de faire venir Shingo Araki. Évidemment, le succès a été au rendez-vous et pendant 3 ou 4 ans, on a continué à inviter des auteurs, bon, toujours les auteurs connus de l'époque, parce qu'on invitait des gens qui avaient travaillé sur des séries télé qui avaient été diffusées, donc Shingo Araki, Kazuo Komatsubara pour Harlock, et ce genre de séries. Donc ça a été, je ne sais pas si c'était le premier vraiment gros salon, mais c'était un des pionniers dans l'histoire des salons. Tu dis 3 ou 4 ans, c'était plus long que ça quand même, parce que 94, tu as invité des gens jusqu'au moins en 2001 2001, donc avec, ça fait 7 ans, 6 ans, de 95 à 2001, pendant cette édition. On parle d'une époque où Japan Expo n'est pas encore Japan Expo, entre guillemets. Voilà, Alors, en 2001, si. Si, 2001, oui. Voilà, la Je première parlais fois du que je début, plutôt rencontre 90, en tête-à-tête, parce que Ucor et tout ça, on fréquentait des conventions où Animé Virtuel présentait Legend of Lemnir, par exemple. La première cassette vidéo avec une OAV inédite. Et du coup, On j'avais parle bien de croisé cassette Pierre dans vidéo. ce genre de choses, mais je le rencontre pour de vrai, moi, à Planète Manga, quand il est avec Hiroyuki Kitazume sur le stand de Kazé, parce que c'était Moldiver que vous sortiez Exactement. à l'époque. Exactement. Voilà, et nous, on est au début de l'aventure associative. J'ai même pas encore rencontré Thomas à ce moment-là, d'ailleurs. Et on fait des conventions, mais on fait pas Japan Expo. Effectivement, Japan Expo n'arrive qu'en 2000. Donc, on est bien avant, et Cartoonist était le grand frère, le modèle. Nous, en tant qu'association, on a même travaillé pour Cartoonist. On faisait des quiz, on faisait des sous-titrages, des choses comme ça, pour les animations de Cartoonist. On tenait un stand à Cartoonist aussi pour... C'est la question justement que je voulais te poser, vous poser. C'est est-ce que finalement Cartoonist c'était pas une source d'inspiration un petit peu? Est-ce que c'est pas le grand frère, comme tu l'as dit, un petit peu de Japan Expo? Disons que rapidement, nous, on s'est rendu compte que Cartoonist était trop orienté à animation et qu'on avait envie d'être plus large. Aussi. Et que malgré tout, le nom était là, un cartoon, c'est le dessin animé. Et même quand il y a des mangaka, etc., ça ne nous paraissait pas forcément cohérent. Et du coup, c'était effectivement dans l'idée d'avoir des artistes, des grands noms japonais, c'était un modèle pour nous, oui, clairement. Bah, c'est celui chez qui on s'est rendu compte que c'était possible, quoi. Ça existait, quoi. C'était possible. Mais là où c'est important, comme Jeff vient de le dire, en fait, il y avait un salon qui s'appelle en 1996, il y avait donc Planète Manga, qui était un salon qui avait été organisé professionnellement. Je pense que AB Productions était derrière. Et bien, pourtant, malgré tout, malgré les débuts de l'animation qui commençaient à poindre et la grande boîte qui était Manga AB, eh ben, ce salon n'a eu lieu qu'une seule fois et n'a jamais été réédité par la suite. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu Japan Expo derrière, ça n'aurait pas continué. Puisque Cartoonist, il y avait Cartoonist, mais surtout, c'était Japan Expo qui a pris réellement le relais. Pourquoi? Parce que je parle de Paris, en fait. Voilà. Il concentrait dans la capitale, en fait, tout le fandom qu'il y avait. Il y avait eu quelques salons aussi, il me semble, par Tonkam, qui avait organisé quelques salons. Tonkam était partenaire de Bercy Expo, de BD Expo à Bercy.
qui se de passait BD aussi Expo un peu partout. dans les mêmes zones. Mais le truc qu'il y a, c'est que, et c'est là où nous, on a un peu changé notre fusil d'épaule, c'est que l'événementiel, c'est un métier. Et donc, quand tu t'appelles AB Productions, bah, tu fais de la production audiovisuelle, tu diffuses des choses à la télé, etc. Sur satellite, à l'époque, c'était la grande période de ABSat versus Telsat versus TPS et compagnie. On a des gens qui sont dans un domaine différent et ils voient l'événementiel comme un moyen de faire de la promo, mais ils ne s'appuient pas sur des sociétés d'événementiel spécialisées là-dedans. Ou alors quand ils s'appuient dessus, ça ne se passe pas forcément bien et du coup ils font une tentative et puis ça s'arrête là. Alors qu'effectivement la particularité qu'on a eue, c'est que nous on s'est vraiment focalisé, concentré sur l'organisation d'événements, puisque au début dans l'association on faisait des fanzines comme Animeland, on faisait plein d'activités, mais c'est que quand on a décidé de faire Japan Expo, on a décidé d'orienter toutes nos activités vers la création d'un événement. Et d'apprendre ce que ça voulait dire d'organiser un événement, de gérer des flux, de gérer des invités, de gérer des exposants. Parce que c'était bien à Toulon, il y avait des invités, ils étaient accessibles, etc. Mais c'était aussi parce que la fréquentation à Toulon était plus limitée. Donc tu pouvais te permettre effectivement d'avoir des artistes beaucoup plus accessibles parce que quand ils faisaient 200 dédicaces, il y avait peut-être 300 personnes qu'on voulait, donc il y avait 100 déçus. Alors que quand on est sur Paris et qu'on voulait faire 200 dédicaces et qu'il y avait 1000 personnes qui voulaient, il fallait qu'on mette en place des choses un peu différentes pour avancer. C'est vrai que beaucoup de gens regrettent l'aspect, comment dire, petite convention de cartoonistes, mais tout en demandant à ce que l'animé japonais n'est pas assez reconnu. Donc en fait, ils veulent des petites conventions, mais avec des gros résultats. Ouais. Donc c'est un peu compliqué quelque part. Ce n'est pas cohérent, effectivement. Vous disiez du coup que ça fait plus de 20 ans maintenant que vous travaillez ensemble dans le cadre de Japan Expo. De ce qu'on comprend au tout début de la relation, c'était plutôt ces messieurs qui te couraient après pour que tu puisses leur ramener des invités. On lui court toujours après. J'imagine bien. De toute façon, il ne nous répond jamais. En plus, je prends de l'âge et donc je cours beaucoup moins vite. On le rattrape beaucoup plus facilement. Je voudrais avoir un petit peu du coup ton rôle dans l'organisation, par exemple, voilà, d'un invité qui va arriver à Japan Expo, par exemple, l'année prochaine, sans forcément dire de nom. Comment ça se passe? C'est-à-dire que dès les débuts de la relation entre Japan Expo et l'invité, toi tu fais le pont entre les deux, évidemment, on le comprend. Est-ce que tu proposes des noms? Est-ce que c'est eux qui te disent « Ah non, on voudrait lui » et tu vas la chercher? Comment ça se passe? Ouais, je pense que c'est au cas par cas. C'est par exemple, Japan Expo me donne un thème. En disant, ben voilà, le thème de l'année prochaine, ça va va être les avions. Est-ce que tu connais déjà un animateur qui pourrait bosser sur les avions? Alors dans ce cas-là, je pourrais dire, ben écoute, je le vois, je le connais un peu ou je le connais bien. Je dis, on va prendre pour les avions, j'ai Shoji Kawamori, le créateur des Valkyries ou de Macross. Ça c'est bien. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on a un OK, où on est d'accord sur la même longueur d'onde sur l'invité, je commence à le contacter et tout ça. Ou si Japan Expo a le contact avant et que je suis sur place, il me demande de Quand on fait des voyages comme ça peut être l'occasion effectivement de prendre rendez-vous avec un artiste qu'on a envie de faire venir, que Pierre connaît pas forcément, et de faire un rendez-vous pour présenter Pierre, et après, du coup, il prend le relais pour la préparation. C'est ça qui est bien, c'est que toi, tu es sur place toute l'année, c'est facile pour vous, du coup, qui êtes en France voilà, la plupart du temps. Toi, tu fais vraiment le pont entre japonais et la France, et ça, faut bien comprendre. C'est quoi un petit peu tes participations historiques, un petit peu les personnes, voilà, les invités que tu as ramenés, les plus gros invités selon toi? Alors évidemment, ils sont tous très gros, j'imagine. C'est qui ton préféré? C'est papa ou maman? C'est dur de faire un choix, mais est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu retiens En fait, plus que vraiment, alors oui, il y a des tas de... Je veux dire, pour être honnête, les 3 premiers invités que j'ai amenés, c'était les invités que je connaissais depuis la première fois que j'étais parti au Japon. Donc Shingo Araki, Kazuo Matsubara et Masami Suda. Après, grâce au salon, que ce soit Cartoonist ou Japan Expo d'ailleurs, j'ai pu avoir la chance de côtoyer et d'amener des auteurs que j'aurais jamais cru que je puisse le faire.
S'il y a vraiment quelque chose qui me reste en tête, c'est d'avoir pu inviter Kamimura Sachiko, la dessinatrice de City Hunter, la character designer. Voilà, parce que je suis vraiment un grand fan de City Hunter. Donc quand Japan Expo a aussi invité Tsukasa Ojo, moi j'étais aux anges. Mais plus que, je pense que si je devais retenir vraiment trois gros événements, enfin le plus gros, ça serait la venue des Bioman pour moi. Oui. J'ai eu peur là, d'un coup. Voilà, la venue des Bioman. Vu comment tu nous as couru après. Voilà. On n'était pas Assisté, contre, hein, mais c'est clairement un projet qui est né grâce à Pierre. Je le dois à Jeff et Il Thomas. il l'a tenu de bout en bout. Ils m'ont cru, ils ont cru en moi et ça s'est fait. Mais sinon, un gros événement et qui reste pour moi un des plus gros événements, ça reste sûrement 2017 avec les 100 ans de l'animation. Je pense sincèrement que même au Japon, on n'a jamais eu un plateau aussi élevé en termes de qualité d'invités, en termes de nombre d'invités. Oui, c'est sincèrement ça. Après, il me reste. Par exemple, c'est un projet que tu as chapeauté un petit peu. 2017, oui. Enfin, avec Japan Expo, avec Jeff, Thomas et toute l'équipe de Japan Expo, on a bossé depuis 2015. Je crois qu'on était dessus quasiment. Oui, alors à cette époque-là, tu étais carrément au bureau japonais, souvent. Parce qu'effectivement, on voulait fêter les 100 ans de l'animation japonaise et on voulait avoir plusieurs générations d'animateurs. Les plus anciens comme Masao Maruyama pour raconter un petit peu les débuts, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec Tezuka, donc voilà, c'était important. Les générations d'après avec Masami Suda, avec Taku Onoda, et puis des plus jeunes avec Abara Nobuyoshi, le créateur de Graines de Champion en français, Ashita Frikik ou La Revanche des Gobos. La Revanche des Gobos, ou alors plus récemment, il était réalisateur sur Yamato Nini 02, comment dire en français, 2202. Je sais pas. D'ailleurs, on doit pas le dire pour l'instant, il est pas sorti. 2299 et 2000. Voilà. 2202. On dit 2202, je crois. Et puis, on a même eu la chance après, d'ailleurs, de s'associer avec Crunchyroll, puisqu'on a eu la réalisatrice de Yuri on Ice qui était là. Donc, c'est vrai qu'on avait un énorme et on balayait plateau. Tout voilà, j'en ai cité quelques-uns, mais de je crois qu'on finissait avec 16 invités, 12 invités. Plus l'expo qu'on avait fait à côté, qui était un gros travail où Pierre a traduit énormément de documents, parce que on parle d'accompagnement, mais il fait aussi beaucoup de traductions, Pierre. Que ce soit pour nous en termes de documentation, et puis pour plein de maisons d'édition, mais ça je vais le laisser. Et puis un dernier où j'étais content, c'était en 2013, parce qu'il y avait un concert d'animé qui avait jamais eu lieu avant, quoi. Et ça, c'était aussi quelque chose. Ouais, je pense que heureusement que Thomas est là, parce que Thomas a les pieds sur terre. Il peut compenser la passion de Jeff et la mienne. Heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Il faut quand même savoir que, certes, c'est vrai, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui n'a jamais été fait même au Japon, mais c'est quelque chose dont on nous parle encore aujourd'hui, même au Japon, où les gens ils nous disent « Ah la vache, vous avez fait un truc C'était très très impressionnant et ça couvrait tout. Enfin, il y a eu un travail. Il y a des moments où ils parlaient, on comprenait rien à ce qu'ils se disaient parce que c'était devenu tellement spécialisé dans l'animation que c'était fou, quoi. D'ailleurs, je pense qu'avec 2017, même les Japonais sont venus voir Japan Expo en disant « Vous n'auriez pas des documents, des trucs comme ça ?» Parce que même le Japon ne savait pas que 2017 signifiait les 100 ans de l'animation japonaise au Japon, quoi. Ah bon, tiens, il y a quelque chose. Il faut que ce soit des Français qui... quand on a été voir, comment ça s'appelle déjà, la société l'AJA, voilà. L'association des studios d'animation, grosso modo, l'AJA, effectivement, ils n'avaient rien prévu. On arrive alors, vous faites quoi, vous? Et en fait, pour... Et du coup, après, effectivement, on a vu des projets naître autour des 100 ans, mais rien pour célébrer, parce qu'en fait, il faut bien voir qu'en termes de droit, mettre d'accord tous les studios d'animation pour présenter toutes les séries un peu marquantes, etc., c'était juste un enfer juridique, donc personne ne voulait se lancer là-dedans, en fait. Ok. Belle aventure.
tu es aussi du coup traducteur pour Oui. des maisons d'édition. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce métier qui finalement c'est un autre métier hein, à part entière que tu exerces depuis des années. Pour quelle maison d'édition tu as travaillé sur certains titres que tu peux peut-être citer ce soir? Alors, mes premiers travaux, ça remonte à il y a longtemps, mais 2005 déjà, ça, je me souviens au moins de là. T'avais pas traduit pour Dynamic Vision des titres à En l'époque? 2000, oui, j'avais traduit les Cobras. Voilà. Les Cobras et puis je crois du Goldorak à l'époque. Où, Goldorak, ça, c'était il y avait ouais. aussi un supplément Goldorak Mazinger, je pense que Mazinger. t'avais traduit dans le film en cassette vidéo. Voilà, c'était mes premiers travaux. Ensuite, j'ai travaillé pour le label de Taifu Comics, de 2005 à la fin du label. Après, j'ai travaillé un peu comme freelance, donc je travaillais sur des revues et sur des mangas. Là, je travaille actuellement plus avec Kurokawa et Isan Manga. Voilà, le travail de traducteur, c'est un travail de longue haleine parce que déjà, il faut traduire, mais aussi adapter au langage français des expressions qui ne sont pas forcément Il y a des traduisibles fois telles où quelles. il se tord le cerveau, hein, parce que quand il est dans des trucs très précis, dans des sujets médicaux, dans des sujets... Enfin, parfois, il est obligé de faire des recherches. Je crois que quand même une des traductions dont tu pourrais parler, parce que c'était un sacré challenge chez Five Star Story, chez Noé Graphics, parce que tu as fait le 1 et le 2, Oui. ce qui était quand même un énorme boulot, et qu'en plus, derrière, la suite a été confiée à un autre traducteur, mais c'était extrêmement compliqué, parce qu'il faut poser l'univers, il faut poser tout le vocabulaire qui va avec, et vraiment, quand on rentre dans des titres comme ça, le boulot de traduction, il est juste dingue. C'est très lourd comme titre, effectivement. Alors déjà, c'était très lourd, c'était très intéressant, mais il faut dire aussi que l'auteur était vraiment... Tatillon, plus que tatillon, il était vraiment précis, toujours précis. Pointu. Et puis, il avait une timeline qui détermine tout son manga. Dès le premier volume, il y avait une timeline qui déterminait tout son manga. Et chaque volume se place en fait entre chaque point de la timeline. Donc en fait, la timeline ne sert à rien, quoi. Et puis bon, comme vous savez... C'est un manga qui a 35 ans maintenant. Oui, et qui continue toujours. Après, je sais que, bon, par manque de temps, j'aurais espéré faire un peu plus de travail sur ce manga-là, parce que franchement, il est très intéressant en termes d'histoire. Mais c'est quand même quelqu'un qui est... c'est vraiment l'artiste. C'est un artiste, monsieur Mamoru Nagano, et il est très pointilleux et tatillon. Après, comment dire, il y a toujours des adaptations, notamment sur les noms des personnages. Les R, les L, les V, les B, c'est terrible. Alors, quand on peut avoir l'occasion de demander à la maison mère des informations à l'auteur en disant comment, est-ce qu'il y a une transcription en lettres romaines, est-ce que ce nom-là vous va, tout ça, à partir ça aide, mais bon, c'est pas souvent le cas. Puis on a souvent, les Japonais sont très occupés, nous on a des délais de remise. Donc, tout ça, ça complexifie parfois le travail de traducteur. Pour être traducteur de manga, il ne faut pas forcément habiter au Japon. Même la plupart des gens, des traducteurs habitent en France. Toi, vu que tu es au Japon et que tu travailles avec des éditeurs français qui sont en France pour la plupart, comment ça se passe un petit peu la relation Est-ce que ça se passe uniquement par téléphone, mail, et tout se passe bien comme ça, tu renvoies par mail les traductions? Vive l'électronique, oui, heureusement, tout se fait en fait, on travaille de chez soi, voilà, et puis l'éditeur nous donne une date de remise, soit il envoie le PDF du livre, soit on va le chercher directement ici, on l'achète, on numérote les cases, enfin chaque traducteur, je pense, a sa manière de voir. La maison d'édition aussi, elle a sa charte graphique. Donc à partir de cela, on se base sur la charte graphique et on renvoie les traductions au moment où on les demande. Il y a des vraies différences. Est-ce que tu peux... Il y en a des différences, ça on s'en doute bien, mais pour bien expliquer au public qui nous regarde, peut-être qui sont peut-être plus jeunes, qui ne comprennent pas forcément, encore une fois, les différents métiers que tu exerces, parce que pour moi c'est différents métiers, traducteur et interprète, même
fixeur, comme tu l'as dit, facilitateur de, de relations Contact, ouais. avec des Japonais. C'est quoi les grosses différences entre les deux? L'un, tu es chez toi, tu traduis des mangas à la maison tranquillement, et l'autre, c'est tu te déplaces, tu vas faire des rendez-vous, tu es avec Jean-François et Thomas quand ils sont là, ou pas d'ailleurs, quand ils sont pas là. C'est aussi faire pas mal de soirées pour. Il est invité par quelqu'un qu'il connaît et il va en profiter pendant la soirée pour rencontrer d'autres gens. Donc il a une vie mondaine. Ah, en Très fait, active. le traducteur est de chez lui, puis l'interprète, comme son nom l'indique, il interprète, donc il faut que la personne soit là, enfin, ou à côté. Enfin, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis plus un accompagnateur qui parle japonais que... C'est parce que c'est vraiment cette partie-là qui me plaît. Donc, voilà. L'interprétariat, en plus, c'est quelque chose vraiment, c'est différent du traducteur, hein. L'interprète, c'est souvent en temps réel. Il y a la personne a les textes un peu avant, on sait de quoi ça va parler, tout ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas de temps mort. Donc ça, c'est aussi la grosse différence entre le traducteur et l'interprète. Puis généralement, comment dire, c'est la personne qui traduit vers sa propre langue. Donc un français traduira de japonais à français et un japonais traduira plus de français à japonais, parce que pour les nuances, pour le vocabulaire. Ok. Donc, tu as vécu beaucoup de choses plus d'une vingtaine d'années maintenant au Japon et à travailler avec Japan Expo. Est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes que tu pourrais partager peut-être avec les gens qui te viennent à l'esprit, un truc peut-être un peu marrant, un truc qui sortait un petit peu des sentiers battus souvent, au début, quand les Japonais, enfin dans les premiers salons, il fallait vraiment les couver dès le début, quoi. Il fallait leur indiquer comment ça allait se passer, que c'est pas du tout comme au Japon, qu'il y a des standards qui ne sont pas les mêmes chez eux et en France. J'avais eu l'anecdote avec un auteur je sais plus, l'auteur de City Hunter, un animateur de City Hunter, un homme qui était le patron du studio R. Yamaguchi. Non. Comment il s'appelle? Ça va me revenir. En fait, il venait d'Osaka et... Kodama pardon? Kodama? Non, un animateur qui avait travaillé qui est le character designer de Leisner et directeur du studio R. Et en fait, il devait arriver tranquillement, partait de Tokyo, et lui, il habitait Osaka, mais il est arrivé bien après le départ de l'avion, donc... Ça a été un peu compliqué. Il a fallu se débrouiller pour changer le billet en espérant que la compagnie soit cool. Et au lieu de partir tôt le matin, il est parti tard le soir. Donc il n'a pas eu beaucoup le temps d'avoir du jet lag. Dès le lendemain, il était sur la brèche, le monsieur. Donc depuis, maintenant, on fait très attention. On a eu des cas, enfin moi, c'était pas mon auteur à moi, mais il y a eu des cas où on confondait l'aéroport de Haneda et l'aéroport de Narita, ce qui fait que bon, c'était un peu compliqué. un peu on ratait problématique son avion. effectivement. Voilà. Sinon, non, j'ai pas eu vraiment de choses terribles à subir. Non, ça, de ce côté-là, j'ai eu de la chance avec mes auteurs. Je pense que Jeff et Thomas ont plus de trucs à gérer que moi. Mais non, dans l'ensemble, j'avoue que je suis assez content de mes auteurs. Très bien. Et du coup, tu travailles toute l'année pour amener plein de grandes personnes à Japan Expo, dans des salons en France. Est-ce que tu vois un petit peu, est-ce que tu as la possibilité du coup de venir en France pendant le salon pour voir un petit peu de tes propres yeux le fruit de ton travail? Comment ça se passe sur place si c'est le cas? Normalement, on a une sorte de deal, c'est que lorsque je trouve un auteur, je l'accompagne. Voilà. Donc à Paris, souvent, je suis avec mon auteur. Après, il n'y a pas d'autre... Ouais, non, c'est juste comme ça, c'est un deal, j'arrive. Après, voir le fruit de mon travail, non, enfin, je suis à l'arrache pendant 4 jours, et comme tout le monde d'ailleurs. Je suis son auteur. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que, bon, au bout d'un moment, les fans qui sont des collectionneurs de dédicaces, en fait, on se connaît quasiment, puisque ça fait plusieurs années, et puis ils sont toujours les premiers devant à faire la queue, donc ouais, on se connaît. Et puis bon, je suis toujours là avec mon speech. Vous sortez pas de posters chinois, vous sortez pas de manga. C'est l'animateur de l'animé et non pas
le dessinateur du manga, et j'en ai forcément un qui va me sortir le manga. Donc bon, c'est la règle du jeu. Effectivement. Mais écoute, merci beaucoup. Pierre. On aurait pu faire 3 heures, je pense, facilement. Ouais, parce que, si on le lance sur un sujet, par exemple, qui dure très longtemps, c'est qu'on a parlé animé manga, mais sa grande spécialité avec le temps, c'est devenu le tokusatsu. Voilà. Parce que moi, je l'ai connu effectivement fan d'animé et autres, mais rapidement, tu en trouves la porte du tokusatsu et tu t'aperçois qu'il y a un autre univers. Il y a un monde. Et c'est pour ça qu'il parlait de Bioman, mais XOR. on a eu la chance d'avoir Kenji Oba, on a eu la chance d'avoir Hiroshi Watari, voilà. Les 4 acteurs, enfin les 4 séries les plus connues, à part, il manque plus que Sankukai, mais pour avoir Hiroyuki Sanada, ça va être, Ça va être chaud. Ça va être Mais un faut peu- J'ai savoir vu qu'il que y a un ces petit gens-là- truc là sur Disney+, non, Hulu, Shogun là, ça a l'air sympa. ça. Ouais, On peut Mais peut-être tous l'inviter. ces là, gens-là, avec- il faut se rendre compte que quand on dit ils créent des relations et tout, c'est qu'ils se tapent dans le dos, ils s'invitent chez les uns les autres. Enfin, Voilà. c'est Ou très parfois, puissant. il lui tape dans le dos en disant Pierre, qu'est-ce que t'as fait là? Voilà, aussi. Ça, Mais c'est si- Wada ça. En parlant de ça, par exemple, mais s'il y a un truc où je regrette de ne pas avoir été assez réactif, c'est que en fait, Japan Expo a commencé réellement à faire des archives un peu tard. Et avec des auteurs qui malheureusement ne sont plus parmi nous. Mais le côté positif, si on peut dire, c'est qu'on a des archives d'auteurs qui ne sont plus là non plus. Et là, c'est nous qui les avons. Voilà, ça fait un bon mot de la fin. Ça. Eh bien, écoute, Pierre, merci beaucoup d'être passé dans Route pour Japan Expo. Je trouve que c'était très très intéressant. On aurait pu faire 3 heures Ah oui. facilement, je pense, juste sur ta carrière et sur tout ce que tu as pu Mais faire. je propose qu'un jour, on refasse une émission que Toku. Que tout... C'est quand pourquoi pas, hein. C'est quand Ah non, parce qu'alors là, il n'y a pas de souci. Allez, Alors l'année là, prochaine, on revient. Quand on annoncera qu'on fait venir les acteurs de Liveman, par exemple, là, Pierre, il sera tout content. Ah faut faire vite. Regarde, je commence à avoir des poils blancs. Hein. Ce sera avec plaisir, mais en tout cas, j'espère que les gens qui nous regardent comprennent à quel point ton rôle est important au sein de Japan Expo et même au sein de l'industrie du manga, de l'animation japonaise en France. Et tu avais déjà fait des interviews un peu comme ça? On t'a déjà vu dans des... Non, j'ai dû en faire une ou deux dans toute ma vie, quoi. Il est dans le livre des 20 ans de C'est Japan ça. Expo. Ouais, je t'ai vu dans un. C'était quoi l'émission de Guillaume d'Horizon J'avais fait une émission sur Guillaume. J'ai fait aussi un Non, manga pas sur cast. Guillaume, enfin, avec Guillaume. J'avais fait un manga cast de Cobb, Ouais. de Christophe Comment Le. ça s'appelait l'émission qu'il faisait là en. Ouais, en Japan Investigation. Voilà. Ah, ouais. T'as fait un Japan Investigation. Je m'en souvenais plus. Tu vois. Mais c'est. Ouais. Bah, écoutez, C'est un très homme de intéressant. l'ombre. Un homme de l'ombre. On le met un peu Et en encore une lumière fois, aujourd'hui. un homme très important. Donc encore une fois, merci beaucoup du temps que tu nous as Ah accordé de rien. ce soir, Pierre. Quant à nous, on va quand même continuer l'émission avec les annonces. C'est parti, jingle. Les annonces de la semaine, comme à votre habitude, nous avons de très belles annonces ce soir. Principalement D'ailleurs, pour peut-être Japan qui Expo en Marseille. rapport avec Pierre qui a peut-être bossé dessus, du coup, logiquement. Voilà, c'est pour Marseille. Et on reste dans la lignée de sa spécialité qui est l'animation. C'est ça, Puisque- avec un monsieur qu'on a déjà eu la chance d'accueillir plusieurs fois, mais à Marseille, il va pas venir tout seul, donc on est très content Voilà. de le réaccueillir et en plus d'annoncer qu'il ne sera pas tout seul, mais donc monsieur Mamoru Yokota qu'on avait eu en 17 à Marseille. 17 17. Ouais, c'est marqué sur ta fiche, tu triches. C'est pour ça. Je Je peux le dire avec une certaine certitude. Ou alors ils se sont trompés sur la Il est fiche. revenu mais- aussi en 2022 avec Voilà. monsieur Ayama. Mhm. Et là, ce caractère designer qui est aussi animateur, producteur d'animation, qui a travaillé notamment sur le monsieur. dernier Dragon Quest, Dino Exactement. Daiboken, Tout à fait. qui travaille pour tout un tas de studios, que ce soit... on voyait là, il y a 15 jours avec Mehdi qu'effectivement les animateurs, ils travaillent pour plein de studios différents. Donc lui, il a Ouais. travaillé un peu pour tout le monde. Et c'est un peu le loup blanc, quoi. C'est tout le monde le connaît. Voilà, il a travaillé notamment sur Death Note, Ouais. sur Naruto, quelques épisodes. Naruto, on peut le dire.
C'est Studio Perrault, tu vois, c'est bien, ça marche. Mais aussi sur Macross Frontier, qu'on n'a jamais eu la chance de découvrir en France, ou encore sur Helthing, on dit 4 IV, je ne sais plus. Oui, 4. Voilà. Bonne question. Je ne sais plus. Ça marcherait à Ivy en fait. Ivy, C'est pas HIV? Non, ça va. Non, ça c'est pas possible ça. Ah bah bravo. Bravo monsieur. Donc il sera présent. Il sera présent les 3 jours à Japan Expo au Sud, à Marseille donc, en dédicace, en conférence, et il vient accompagné cette fois-ci de monsieur Kotobuki Tsukasa, donc Kotobuki Tsukasa qui est animateur et mangaka et qui a commencé notamment en tant qu'assistant de Kenichi Sonoda. Alors ça parlera aux plus anciens d'entre nous puisque c'est le mangaka derrière Gunsmith Cats, mais c'est aussi le character designer de Bubblegum Crisis surtout. On parle bien de Monsieur Sonoda parce que Monsieur Kotobuki Tsukasa c'était plutôt les saisons des cyber marionnettes. C'est ça, Monsieur Tsukasa Kotobuki a été assistant de Sonoda. C'est pour ça que je parlais des titres de Sonoda. Mais non, lui, on le reçoit notamment puisqu'il a travaillé sur les derniers City Hunter, Shinjuku Private Eyes et Angel Dust. Voilà, le film sort au mois de janvier. Ouais, donc dans quelques jours là. Quelques jours quand l'émission sera diffusée, c'est ça. On est très content de l'avoir. Il a un CV long comme le bras parce que tu parlais de Go Geiger, c'est ça tu disais? Oui, ouais, il a fait avec Masami Obari. Obari, ouais, il a une longue carrière en fait comme de animateur, puis ensuite character designer, et puis je crois qu'il a participé à quelques mechas, mais je ne suis pas sûr. Ah, tu veux dire en tant que mecha designer? Ouais. Bon, on lui posera la question à Japan Expo Sud pour confirmer tout ça. Et on est très très heureux de l'accueillir parce qu'en fait, parmi les invités qu'on avait évoqués pour célébrer la venue de Monsieur Ojo cet été et pour annoncer justement plus de choses autour d'Angel Dust, etc., ça faisait partie des gens qu'on avait évoqués. Son planning ne le permettait pas parce qu'il était certainement en train de finir la production d'Angel Dust. Mais là, ça s'est calmé. Il est là. Et on sera très très heureux de l'accueillir à Marseille. Ce qui reste assez exceptionnel parce que je crois qu'il n'a pas beaucoup voyagé. Je crois qu'il est venu une fois en France. Ouais, il est venu, mais c'était assez confidentiel et là il sera là, bien là, il est prêt. Et ben profitez-en. Il est très sympa. Profitez-en, ce sera à Marseille. Et voilà. On continue avec de la musique puisque vous les avez découverts l'année dernière à Japan Expo Paris. Vous les avez plébiscités, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ils reviennent cette année et cette fois-ci sur la scène marseillaise. C'est la première fois que j'ai un texte d'annonce. Ouais. UNPIA est un groupe qui mélange les meilleurs éléments de la K-pop et de la J-pop. C'est pour ça qu'ils ont un univers musical original, puissant et pour beaucoup particulièrement captivant. Et UNPIA se produira donc tous les jours du festival sur la scène principale qui, je le rappelle, cette année migre dans le hall 1, donc la scène Ichigo. Et vous aurez aussi l'occasion évidemment de les rencontrer en dédicace et au cours de fan meeting sur la scène Sakura. Et maintenant, ils viennent nous annoncer qu'ils étaient en train de préparer spécialement pour vous pas mal de surprises. Donc restez connectés pour en savoir plus dans quelques semaines et venez les découvrir sur notre édition marseillaise en 2024 du 8 au 10 mars. Voilà. Et là, on vous passe une petite vidéo de UNPIA justement pour vous en dire un peu plus. Et vous verrez, ils sont sensationnels. アイムユとビア UMP フランスの皆さんこんにちはボンジュールジュマペル UMP ダンスリーダータケルHi, I'm Seiya. Thank you. Jumapel, Ren, nice to meet you. Hi, Jumapei. Main dancer is from UMP. Tiger. Hello, how are you? 안녕하세요. This is Saizen. よろしくお願いします。Jumapel Saizen. Yup. Hi, Jumapel. Alan, nice to meet you. So we are so happy to be back in France at Japan Expo Marseille in March.
3月のジャパンエキスポマルセイユで、フランスに戻れること大変嬉しく思っております。はい、2023年7月でパリに開催された素晴らしいイベントの後、ヨーロッパでファンの方と再びお会いすることができます。 We will have a lot of surprise next year and you will be the first to discover them. 皆さんとの距離を縮めるために、もっともっと縮めるために、私たちは皆さんとの交流の方法をいろいろ考えました。Una as nugugo balaban Japan Expo Marseille. Se no a Trivianto. Bye bye. Bye bye. See you next time. Bye bye. On continue avec l'univers musical. Voilà, Image Project, donc un groupe de danse cover K-pop lyonnais créé en 2022, une troupe de 15 danseurs qui sera présent pour partager leur passion commune pour la K-pop. Et sur Marseille, on les retrouve dans plusieurs animations. On les retrouve sur la scène Kamo tous les jours. Le vendredi et le dimanche, ils sont en show sur la scène Sakura et il y a de nombreuses surprises à venir. Donc ça veut dire qu'on en reparlera dans les prochaines émissions. Tout à fait. On avait annoncé déjà quelques fédérations d'arts martiaux. Là, on continue avec cette fois-ci le Shoriji Kempo, donc cet art martial traditionnel japonais de self-defense. Très bien. Et le Fudoka Kendo, donc le kendo qui est la voie du sabre et qui est une forme d'escrime avec un sabre à deux mains. Bah, ça, le kendo, vous connaissez avec les superbes équipements et vous pourrez découvrir, essayer. Initiation et démonstration dans tous les cas pour les arts martiaux. Et on passe sur le jeu traditionnel avec Shuren Potos Marseille. Et vous découvrez le Mahjong, un jeu ancestral d'origine chinoise. Et c'est le jeu de société le plus joué au monde. Notamment au Japon. Et il est vraiment pas facile à comprendre, donc c'est bien de se faire initier. Il y a des moments où il faut faire des combinaisons et ça peut être très 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 fin. Et bien voilà, et c'était les annonces. À jouer avec modération si on est parieur. Non mais là on joue que pour le fun. Ah oui. C'est pour s'amuser toujours. On ne sait pas ce que tu fais la nuit à Tokyo, on ne veut pas le savoir. C'était les annonces pour cette émission et pas des moindres. Encore une fois, plus le temps passe et plus le Japan Expo Marseille s'annonce riche en invités et en stands. J'espère que d'ici le moment où on va diffuser, on aura mis en ligne. Mais par exemple, en termes de stands, c'est pareil. Ça s'annonce très très riche. Là, on est déjà au moment où on enregistre, donc au mois de décembre, quasiment complet. Donc on est très content. On va pouvoir proposer plein de choses. Voilà, entre les animations, les stands. Et puis avec la scène qui a remigré dans le qui remigre là-bas, avec plus de spectacles encore, ça va être grandiose. Grandiose. Ce sera clairement une édition à ne pas rater. Il sera là ou pas? Pour l'instant, il n'est pas tout à fait là, non. Alors on te verra à Paris. On espère. Oui. J'espère. Chassez-le maintenant que vous avez repéré sa tête. Non, si vous le croisez à Paris, laissez-le tranquille, il est gentil. Oui, bonjour, mais me tapez pas dessus. Hein. Mais mais chassez-le. C'est comme des Pokémon. Dire bonjour. Ah, d'accord. Pas pour les. D'accord. Bref, allez lui dire bonjour, ça lui fera plaisir. Et n'oubliez pas tout ce qu'il a fait pour Japan Expo, tout ce qu'il a fait pour le marché de l'animé en France. Et on espère qu'on pourra collaborer avec lui encore pendant de très nombreuses années. Ah ben, j'espère aussi, quelque part, oui. Tant que je peux marcher, j'y vais. Ah non, nous on a dit qu'on faisait Japan Expo en déambulateur, donc il faut que tu nous suives. Hein. Ah ben, ça va être cool. Alors, là, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens du 3e âge? J'arrive pas jusque-là quand même. Il se lit dans son regard. Si, ça se voit là, il y a Laura qui... Bon, en tout cas, Pierre, encore une fois, merci beaucoup d'être passé dans Route pour Japan Expo et de nous avoir raconté un petit peu tes péripéties au Japon depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et on te souhaite encore plus d'une vingtaine d'années encore à venir. Oh bah, avec le premier voyage au Japon, c'était 91. Et donc, il s'est installé en 97 et t'as dit, je suis né en 97. Donc, le plus de vingtaine d'années, elle est... 26 ans, effectivement. Voilà. Elle est simple. Donc c'est simple à calculer, effectivement. Merci beaucoup, Pierre. Merci, messieurs. On était en direct des bureaux de Bailly Mangeur de Poki.
Donc on rappelle encore une fois, vous avez 10% dans le chat pour les premiers, la première utilisation du site. Le lien est dans le chat. Premier paiement, moins 10%. Merci messieurs, merci Pierre, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. On rappelle que la rediffusion sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Japan Expo, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Et on se dit à la prochaine. Ouais, en France, live. En live. Depuis Paris. Exactement. Et n'oubliez pas, Ou presque. vive le manga, vive la Japanimation. Vive le manga, vive la Japanimation, et puis vive les salons, quels qu'ils soient. On a besoin de vous. Exactement. Merci à tous. Merci ciao, ciao. à tous. Bye bye.